Ma sœur a largué son bébé sur mon paillasson, puis elle s'est volatilisée. Mes parents m'ont dit « C'est ton fardeau maintenant ». 10 ans plus tard, ils m'ont traînée en justice pour en obtenir la garde, prétendant que je les avais empêchés de la voir. Mais quand j'ai tendu un dossier scellé au juge, ses yeux se sont écarquillés. Il m'a demandé « Est-ce qu'ils ont la moindre idée de ce que vous détenez ?» J'ai juste hoché la tête et je me suis préparée à parler. Avant de découvrir ce qu'il y avait dans ce dossier, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. La plupart des gens pensent que la parentalité commence par un projet de naissance ou une agence d'adoption. Pour moi, ça a commencé par une sonnette qui retentit un mardi glacial de décembre. Il n'y avait pas de chambre peinte en jaune pastel, pas de liste de naissance soigneusement préparée. Il y avait juste un siège auto posé sur mon paillasson, saupoudré de neige, et une note griffonnée à la hâte par quelqu'un qui était déjà loin. Je me souviens l'avoir rentrée à l'intérieur. Elle ne pleurait pas. Elle était d'un silence terrifiant, enveloppée dans une couverture qui sentait le tabac froid et le parfum bon marché. En la déballant, j'ai trouvé un appareil auditif perdu dans les plis. La batterie morte. Ma sœur, Aurélie, n'avait pas seulement laissé un enfant. Les 10 années suivantes n'ont pas été un montage de moments heureux sur Instagram. C'était une guerre de tranchées. Sophie n'était pas juste un bébé. C'était une enfant brillante et complexe, dont le cerveau traitait le son comme un signal radio brouillé. Pendant que mes amis postaient des photos de spectacles de danse et de matchs de foot, j'étais dans les tranchées du système administratif français et des dossiers MDPH. J'ai appris le langage des troubles du traitement auditif avant même d'apprendre à faire des tresses. Mon appartement est devenu un sanctuaire sensoriel. Chaque recoin a été conçu pour elle. Des couvertures lestées sur le canapé, un casque anti-bruit près de la porte, un emploi du temps visuel sur le frigo parce que les surprises la faisaient paniquer. C'était encombré, chaleureux, et c'était chez nous, sans excuse. C'était un contraste frappant avec la maison où j'ai grandi. La propriété de mes parents à Neuilly-sur-Seine, un endroit aux moquettes blanches immaculées, et au silence pesant qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Mes parents, Richard et Chantal, venaient peu, être 2 fois par an. Ils restaient debout dans mon salon, serrant leurs sacs de luxe, regardant les balançoires sensoriels et les jouets thérapeutiques comme s'ils étaient contagieux. « Tu la couves trop, Morgane », disait ma mère, en sirotant le thé qu'elle avait apporté elle-même parce que mes tasses étaient trop chaotiques. Elle a besoin de discipline, pas de gadgets. Il ne demandait jamais comment se passaient ces réunions de suivi scolaire. Il ne demandait jamais comment je faisais pour payer l'orthophoniste avec mon salaire d'institutrice. Il voyait juste une femme célibataire dans un appartement en désordre, élevant une enfant difficile, pendant que leur fille chérie, Aurélie, se cherchait quelque part en Europe, ou à Bali, ou là où le vent et son dernier petit ami l'emportaient. Parfois, tard le soir, quand Paris devenait silencieux et que Sophie dormait enfin, une pensée terrifiante me saisissait. Et si je n'avais pas ouvert la porte? Et si j'avais été au travail, ou endormie? Sophie n'aurait pas atterri dans une famille d'accueil aimante. Elle aurait été broyée par le système. Une enfant avec ses besoins, non-verbale à 3 ans, sujette aux crises quand le monde devient trop bruyant. Elle aurait été étiquetée inclassable, placée en institution, médicamentée pour obtenir le silence, sa brillance enfermée à jamais. Cette pensée était le carburant qui me faisait avancer. C'était la raison pour laquelle je me battais pour chaque aide, chaque aménagement. Je n'étais pas juste sa tante. J'étais le mur entre elle et le néant. Et pendant 10 ans, ce mur a tenu, jusqu'au jour où Aurélie est revenue. Elle ne ressemblait pas à la sœur qui s'était enfuie dans la nuit. Elle ressemblait à une marque de luxe. Ses cheveux étaient parfaits, un blond méché qui coûtait plus cher que mon budget course mensuel. Ses vêtements étaient hors de prix, ce genre de style décontracté qui exige pressing et étiquette de créateur. Et elle avait un nouvel accessoire à son bras. Un mari nommé Cédric. Il portait un costume trop cintré pour un mardi après-midi et souriait avec trop de dents. Il avait l'air d'un type qui vend des produits de défiscalisation ou des investissements à haut risque, le genre de gars qui vous serre la main juste pour voir si vous portez une montre qui vaut la peine d'être volée. Ils se sont pointés à mon appartement sans appeler. J'ai ouvert la porte, et l'odeur de son parfum coûteux est entrée en guerre instantanée avec l'odeur des crêpes à la cannelle que je faisais pour Sophie. « Surprise !» a couiné Aurélie, essayant de me serrer dans ses bras comme si 10 ans de silence n'était qu'une longue pause déjeuner. Je suis restée rigide, les bras ballants. « On est de retour, Morgane. »
a-t-elle annoncé en passant devant moi, sans attendre d'invitation. Et on est prêts à être une famille. Ils sont entrés chez moi comme s'ils inspectaient un bien locatif qu'ils avaient l'intention de boboiser. Mon appartement n'est pas grand, mais c'est le nôtre. Il est vivant. Il y a des piles de livres par terre parce que Sophie aime lire allongée sur le ventre. Il y a des handspinners et des coussins texturés sur chaque surface. Pour moi, ça ressemble à de l'amour. Pour eux, ça ressemblait clairement à un taudis. Cédric a ramassé l'un des colliers de mastication de Sophie sur la table basse. Il l'a retourné du bout des doigts, avec un rictus de dégoût, comme s'il avait trouvé un cafard. « Elle joue encore avec des jouets ?» a-t-il demandé, sa voix résonnant trop fort dans le petit espace. « Elle a 10 ans, non ? Elle a des troubles du traitement sensoriel ?» ai-je dit, en lui arrachant l'objet des mains. « Tu le saurais, si tu avais envoyé ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire ? C'est du passé, » a dit Aurélie, agitant une main manucurée comme pour renvoyer un serveur. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, regardant la rue parisienne en contrebas. « On est là maintenant. On a acheté une maison à Neuilly, une vraie maison, Morgane. Avec un jardin. On veut que Sophie vienne vivre avec nous. » L'air a quitté la pièce. J'ai eu l'impression que la température avait chuté de 20 degrés en une seconde. « Vivre avec vous ?» ai-je répété, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Elle ne vous connaît même pas. Pour elle, vous êtes juste des visages dans un album photo que je garde sur une étagère en hauteur. Je suis sa mère, a dit Aurélie, et sa voix a perdu toute douceur instantanément. Ses yeux se sont plissés, durs et froids. J'avais besoin de temps pour aller mieux. Maintenant, je vais bien. Je suis mariée. On est stable, et la place d'une enfant est avec ses parents. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Il n'y avait aucune chaleur dans leurs yeux, aucune envie de serrer dans leurs bras l'enfant qui leur avait manqué. Ils n'ont pas demandé à voir sa chambre. Ils n'ont pas demandé quelle était sa couleur préférée ou si elle aimait l'école. Ils regardaient l'existence de Sophie comme un collectionneur regarde une pièce rare dont il vient de découvrir la valeur. Ce n'était pas de l'affection. C'était de l'acquisition. Elle a des routines, ai-je dit, m'interposant entre eux et le couloir menant à la chambre de Sophie. Elle a ses thérapeutes. Elle a une vie ici. Une vie dans un appartement exigu avec une tante célibataire, a ricané Cédric. On peut lui offrir le monde, Morgane. Des écoles privées, des vacances, une famille traditionnelle. Vous ne pouvez pas débarquer ici après une décennie et exiger une enfant, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est une personne. Ce n'est pas un meuble que vous avez laissé au garde-meuble. On ne demande pas, a dit Aurélie en lissant son chemisier en soie. On te prévient. On a déjà parlé à maman et papa. Ils sont d'accord pour dire qu'il est temps que Sophie rentre à la maison. Elle a souri à ce moment-là, un sourire serré et triomphant. Nos avocats te contacteront, a ajouté Cédric en regardant sa montre. Ne rends pas les choses difficiles, Morgane. Tu n'as pas les moyens de te battre contre nous. Ils sont partis aussi vite qu'ils étaient venus, laissant derrière eux l'odeur de parfum et le poids suffocant d'une menace. J'ai verrouillé la porte et posé mon front contre le bois froid. Ils ne voulaient pas de ma fille. Ils voulaient autre chose. Et j'allais découvrir quoi. Mais d'abord, je devais survivre à la trahison qui coupait plus profondément qu'un couteau. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mes parents. Je n'ai pas composé le numéro par espoir. Je l'ai fait par nécessité, pour confirmer la configuration du champ de bataille. Je m'attendais à ce qu'ils soient indignés. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un communiqué de presse. « Vous arrivez à croire qu'elle a juste débarqué ?» ai-je demandé à ma mère, la gorge serrée. « Elle veut la garde, maman. Après 10 ans. Elle a amené un inconnu chez moi. » Il y a eu une pause au bout du fil. Ce n'était pas le silence du choc. C'était le silence d'un script en train de charger. « Eh bien, Morgane, » a dit ma mère, d'une voix froide, détachée et terriblement calme. « Nous pensons que c'est pour le mieux. » La pièce a semblé tanguer. Pour le mieux ? Elle l'a abandonné. Je l'ai élevée. Je suis celle qui connaît son dossier médical par cœur. Je suis celle qui sait comment la calmer quand l'alarme incendie se déclenche. Tu as fait un travail adéquat, est intervenu mon père sur l'autre ligne. Mais soyons honnêtes. Tu es une femme seule dans un petit appartement. Tu as des ressources limitées. Sophie a besoin d'un foyer stable. Elle a besoin d'un père et d'une mère. Aurélie et Cédric peuvent lui offrir ça.
Un foyer stable? J'ai ri, un son dur et irrégulier qui m'a écorché la gorge. Aurélie est une étrangère pour elle. Et Cédric la regarde comme un produit défectueux qu'il ne peut pas retourner. Pyjama and dementious. C'est une figure masculine forte, a insisté ma mère. Elle a besoin de structure, Morgane. Pas de. Peu importe ce que tu fais ici. Tu freines son développement, tu la rends dépendante de toi parce que tu es seule. Leur manipulation mentale était époustouflante. C'était architectural dans sa conception. Il ne prenait pas seulement le parti d'Aurélie. Il réécrivait l'histoire. Soudain, je n'étais plus la sauveuse qui avait pris le relais quand ils avaient refusé. J'étais la vieille fille jalouse, accaparant une enfant pour combler un vide. On a soutenu le fait que tu lui donnes de l'espace, a continué ma mère, réécrivant la nuit où ils avaient traité Sophie de fardeau. Mais Aurélie est prête maintenant, et franchement, c'est embarrassant. Les gens à la paroisse demandent pourquoi notre petite fille vit à Paris alors que sa mère est juste ici. Ça fait mauvais genre. C'était ça. C'était la seule monnaie d'échange de mes parents, et à ce moment-là, l'équation s'est enfin résolue. Pendant des années, je m'étais demandé pourquoi ils permettaient le chaos d'Aurélie tout en méprisant ma stabilité. J'ai réalisé alors qu'Aurélie était leur source d'approvisionnement parfaite. Ces désastres leur permettaient de jouer le rôle qu'ils préféraient, les sauveurs bienveillants et martyrs. Elle avait besoin d'eux pour la renflouer, pour lui trouver des excuses, pour financer sa vie. Elle les faisait se sentir nécessaires. Mais moi, ma compétence était une insulte pour eux. Je n'avais pas besoin de leur argent. Je n'avais pas besoin de leurs conseils. Je résolvais des problèmes qu'ils ne savaient même pas nommer. En élevant Sophie avec succès sans eux, j'avais prouvé que leur méthode, froide et obsédée par l'image, n'était pas nécessaire. Je menaçais leur ego. Aurélie le nourrissait. « Vous ne faites pas ça pour Sophie, » ai-je dit, ma voix tremblant de rage. « Vous faites ça pour votre réputation. On fait ce qui est juste. » a claqué mon père. « Ne rends pas ça difficile, Morgane. Si tu te bats, nous témoignerons contre toi. Nous dirons au tribunal que tu l'as aliéné de sa mère. » Ils ont raccroché. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Madame Lambert, une voisine, qui allait à l'église de mes parents à Neuilly. « Morgane » a-t-elle chuchoté, comme si elle avait peur d'être entendue. « Je ne devrais pas te dire ça, mais je pensais que tu devais savoir. Tes parents, ils demandent des prières. »« Des prières pourquoi ? Pour toi ?» a-t-elle dit. « Ils racontent aux gens que tu as kidnappé Sophie. Ils disent qu'Aurélie était partie suivre un traitement médical spécialisé pendant 10 ans. Et que maintenant qu'elle est guérie, tu refuses de lui rendre son enfant. Ils te décrivent comme instable, Morgane, possessive. » J'ai baissé le téléphone. La campagne de calomnie avait déjà commencé. Ils ne venaient pas seulement pour la garde, ils venaient pour détruire mon caractère. Ils salaient la terre pour que, peu importe ce que je dirais, je passe pour la méchante. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo, et j'ai réorganisé les aimants sur l'emploi du temps visuel. École, orthophoniste, dîner, dodo. Ils pensaient se battre contre une femme seule et débordée. Ils ne réalisaient pas qu'ils se battaient contre une mère qui avait passé une décennie à naviguer dans un système conçu pour lui dire non. Je n'allais pas discuter avec eux. J'allais les démanteler. Je n'ai pas pris d'assaut la maison de mes parents. Je n'ai pas posté de coups de gueule sur Facebook. J'ai fait ce que je fais tous les jours dans ma classe. J'ai collecté des données. Je suis entrée dans le bureau de Madame Girard, la conseillère d'orientation scolaire, qui s'était assise avec moi lors de la première réunion terrifiante pour Sophie, quand elle avait 3 ans. Madame Girard était une femme faite de laine d'acier et de gilets en tricot. Elle a écouté mon histoire, le visage impénétrable. « Ils disent que je freine son développement », lui ai-je dit, ma voix se brisant enfin. « Ils disent que la biologie compte plus, que je suis juste une tante qui joue à la dinette. » Madame Girard a enlevé ses lunettes de lecture et les a posées avec un clic délibéré. « Morgane, regardez-moi. La biologie est un accident. C'est une fonction biologique. Rien de plus. Être parent, c'est un CV. » Elle s'est penchée en avant. C'est 10 ans de repas adaptés, de rendez-vous médicaux, et de tenir une enfant en pleine crise au supermarché, jusqu'à en avoir mal au bras. Vous avez le CV. Ils ont un certificat de naissance. Ce n'est pas la même chose. Elle a fait glisser une carte de visite sur le bureau. Ce n'était pas pour un thérapeute. C'était pour une avocate nommée Hélène. « Appelez-la », a dit Madame Girard.
Elle mange les gens prétentieux au petit déjeuner. Le cabinet d'Hélène n'avait pas d'éclairage chaleureux, ni de posters inspirants. Ça sentait le café et l'encre d'imprimante. Hélène elle-même était faite d'angles vifs et d'une efficacité terrifiante. Elle ne m'a pas offert de thé. Elle m'a offert une stratégie. Ils veulent la garde après 10 ans ? A-t-elle demandé, en tapotant son stylo. Pourquoi maintenant ? Les gens comme votre sœur ne se découvrent pas soudainement une conscience, Morgane. Ils se découvrent un besoin. On doit trouver lequel. Ils ont dit qu'ils étaient stables maintenant, ai-je répondu. Ils ont acheté une maison. La stabilité, c'est ennuyeux, a répliqué Hélène. Personne ne bouleverse la vie d'un enfant pour de la stabilité. Ils le font pour un moyen de pression ou pour des liquidités. Voyons voir ce que c'est. On a commencé à creuser. J'ai traité cette enquête comme un plan de cours complexe. J'ai passé mes nuits à éplucher les registres publics pendant que Sophie dormait. Je n'étais plus juste une institutrice. J'étais l'archiviste de leurs échecs. Hélène a engagé un expert comptable pour enquêter sur Cédric. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Sur Instagram, Cédric était un entrepreneur à succès dans l'immobilier de luxe. Dans les bases de données bancaires, il se noyait. 3 cartes de crédit plafonnées, 2 prêts commerciaux refusés, et une hypothèque sur cette maison parfaite de Neuilly dont mes parents étaient si fiers. Il est fauché, a dit Hélène en regardant le tableur. Mais plein de gens fauchés veulent des enfants. Là, c'est du fauché désespéré. C'est du fauché j'ai besoin d'un miracle. On avait besoin du miracle. Et un jeudi après-midi, enfoui dans une pile de dossiers de succession de 3 départements plus loin, on l'a trouvé. Le père biologique de Sophie. Il avait été un fantôme dans nos vies. Je pensais qu'il était parti depuis longtemps. Mais les registres racontaient une autre histoire. Il était mort il y a 6 mois dans un accident de moto sur la 6. Il n'était pas riche de son vivant, mais il était assuré, lourdement, et il venait de gagner un procès pour préjudice contre une compagnie de transport routier 2 semaines avant sa mort. La succession avait finalement été réglée le mois dernier. « Regardez le bénéficiaire », a dit Hélène, en pointant la ligne. L'unique bénéficiaire était sa fille biologique, Sophie. Les fonds étaient bloqués sur un compte de fiducie, accessible uniquement au tuteur légal pour les soins, l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur. J'ai fixé le chiffre au bas de la page. La pièce a semblé tanguer. La climatisation ronronnait, mais tout ce que je pouvais entendre, c'était le sang battre dans mes oreilles. 4 millions d'euros. Il ne voulait pas d'une fille. Il ne voulait pas d'une famille. Il voulait un virement bancaire. 4 millions d'euros effaceraient les dettes de Cédric instantanément. Ça achèterait le 4x4 de luxe qu'Aurélie avait épinglé sur son tableau de visualisation. Ça restaurerait l'image parfaite que mes parents vénéraient. Sophie n'était pas une personne pour eux. Elle était la clé du coffre-fort. J'ai senti un nœud froid et dur se former dans mon estomac. Il a remplacé la peur. Il a remplacé la tristesse. C'est ça, ai-je dit, ma voix stable. C'est comme ça qu'on va les enterrer. C'est le mobile. A convenu Hélène, les yeux brillants. Mais, pour garantir la victoire, on doit prouver l'intention. On doit prouver qu'il se fiche d'elle. J'ai pensé à la visite supervisée à venir, cette étape de réunification, ordonnée par le tribunal que je redoutais tant. J'ai pensé à Sophie, petite et vulnérable, entrant dans la fosse aux lions. Je peux avoir ça, ai-je dit. Je sais exactement comment avoir ça. Le jour de l'audience ressemblait moins à une procédure judiciaire qu'à une pièce de théâtre financée par mes parents. La salle d'audience était lourde de l'odeur de cire à bois et d'anxiété. Mes parents étaient assis derrière Aurélie et Cédric, un front uni de lin beige et d'expression sombre. Ils ressemblaient à l'image du deuil respectable. Aurélie a témoigné en premier. Elle portait une robe bleue marine modeste, col haut, sage. C'était un costume. Elle ne m'a pas regardée. Elle a regardé le juge, les yeux grands ouverts et brillants de larmes artificielles. J'étais perdue, a-t-elle pleurniché, sa voix tremblant juste assez pour attirer la sympathie. J'étais jeune et effrayée. Et j'ai fait une terrible erreur, mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je priais pour elle chaque jour. Et maintenant que je suis forte, je veux juste être sa mère. Je veux rattraper le temps perdu. C'était une masterclass en manipulation. Puis ma mère a pris la barre. Elle a juré de dire la vérité et a menti avec la même aisance qu'elle mettait à commander un café. Morgane a toujours été possessive, a-t-elle dit au juge, tamponnant ses yeux avec un mouchoir brodé. Elle nous a écartés. Elle a refusé de nous laisser voir Sophie. Nous avons essayé.
Votre honneur, nous avons tellement essayé d'être des grands-parents, mais elle a coupé cette pauvre enfant du monde. Je regardais mon père hocher la tête solennellement depuis le public. Il réécrivait une décennie de négligence en un récit d'aliénation parentale. Et ça marchait. Le juge, un homme sévère avec des lunettes de lecture perchées au bout du nez, semblait influencé. L'argument de la famille traditionnelle était fort. L'impératif biologique est un biais puissant au tribunal des affaires familiales. Quand ce fut mon tour, Hélène m'a serré le bras. « Ne les combattez pas sur le passé », a-t-elle chuchoté. « Battez-vous pour l'avenir de Sophie. » Je me suis avancée à la barre. Je n'ai pas apporté mes classeurs de dossiers médicaux. J'ai apporté seulement la vérité sur qui était Sophie. « Mademoiselle », a demandé le juge. « Pourquoi ce tribunal devrait-il refuser ses droits à une mère biologique, alors qu'elle est maintenant apte et désireuse d'être parent ?» J'ai pris une inspiration. J'ai regardé Aurélie, qui me fixait avec un air suffisant. Elle pensait avoir gagné. Parce qu'Aurélie ne sait pas qui est Sophie. Ai-je dit, ma voix stable dans le silence de la salle. Aurélie regarde ma fille, et elle voit un projet. Elle voit une planche de bois qui a besoin d'être sculptée, poncée et martelée pour devenir quelque chose d'acceptable, quelque chose de normal. Je me suis tournée vers le juge. C'est un menuisier. Votre honneur. Elle veut façonner Sophie à une image qui correspond à sa vie, son esthétique, sa nouvelle famille parfaite. Elle pense que si elle rabote les problèmes sensoriels et l'anxiété, elle trouvera une vraie enfant en dessous. Je me suis penchée en avant, agrippant la barre. Mais moi, je suis jardinière. Je sais que Sophie n'est pas du bois. C'est une plante. On ne force pas une plante à être ce qu'on veut qu'elle soit. On ne tape pas sur une fleur avec un marteau pour la faire éclore. On fournit le terreau, on fournit la lumière. On l'arrose, et on la protège du gel. Et on la laisse grandir pour devenir exactement ce qu'elle est censée être. Le silence dans la salle était absolu. J'ai passé 10 ans à m'occuper de son terreau. Ai-je continué? Je sais comment elle pousse. Je sais de quelle lumière elle a besoin. Aurélie, elle ne sait même pas de quelle espèce de fleur il s'agit. Si vous donnez Sophie à un menuisier, il la détruira, en essayant de la réparer. Elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Le juge me fixait. L'agacement avait disparu de son visage, remplacé par quelque chose de pensif. Je suis descendue de la barre. J'avais parlé pour le jardinier. Maintenant, c'était l'heure de la récolte. J'ai fait un signe de tête à Hélène. Elle s'est levée. « Votre honneur » a-t-elle dit, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Nous avons des preuves concernant la motivation de la plaignante pour ce désir soudain de maternité. » Elle a pris le dossier scellé sur sa table. Il semblait anodin, mais à l'intérieur se trouvait la fin de leur monde. Hélène a remis le dossier à l'huissier. Le juge l'a ouvert. J'ai regardé ses yeux scanner les pages. L'audit des dettes de Cédric, le règlement de l'assurance décès, les termes du fonds fiduciaire. Il s'est arrêté au bas de la page 3. Il a levé les yeux, son expression passant de la neutralité judiciaire au dégoût. « Maître », a dit le juge, sa voix descendant d'une octave. « Est-ce vérifié ? » ?»« Oui, votre honneur. » Les 4 millions d'euros sont actuellement bloqués, accessibles uniquement au tuteur légal. Aurélie a bougé sur son siège. « Cet argent est pour son avenir, » a-t-elle lâché, la voix perçante. « On allait l'investir pour elle. Nous n'avons pas fini, » a interrompu Hélène, glaciale. « Nous avons une dernière pièce à conviction sur l'intention de la plaignante. » Elle a sorti une petite clé USB de sa poche. La nièce de ma cliente a un trouble du traitement auditif. Elle porte un dispositif d'enregistrement spécialisé à l'école pour l'aider à réviser ses leçons. Elle le portait pendant la visite supervisée ordonnée par le tribunal la semaine dernière. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Cédric s'est figé. Hélène a appuyé sur lecture. Le son du vent et d'une cour de récréation a rempli la salle d'audience. Puis, la voix d'Aurélie, claire et cruelle. Mon Dieu, elle est bizarre. Est-ce qu'elle arrête un jour de faire ce bourdonnement? Puis Cédric. Supporte-le juste quelques mois, chérie. Une fois que le juge signe l'ordonnance et que le virement arrive, on peut l'expédier dans cet internat en Suisse, celui pour les enfants spéciaux. On dira que c'est pour son bien. Et après, on est libre. 4 millions d'euros. Soupirait Aurélie sur l'enregistrement. Je vais enfin pouvoir m'acheter ce 4x4. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Le greffier avait arrêté de taper. Mon père avait la tête dans ses mains.
Le juge a lentement retiré ses lunettes. Il a regardé Aurélie, qui tremblait maintenant, le visage livide. Puis il a regardé mes parents. « Monsieur et Madame Martin », a dit le juge, d'un calme dangereux. « Le saviez-vous » ?»« Non », a bégayé mon père en se levant à moitié. « Votre honneur, nous voulions juste. Vous vouliez gagner », a coupé le juge. « Vous vous êtes assis dans mon tribunal et avez menti sur le caractère de votre fille. Vous l'avez décrite comme inapte, alors qu'elle était la seule à protéger cet enfant d'être vendu contre une voiture de luxe. » Il s'est tourné vers Aurélie. « En 30 ans de carrière, j'ai rarement vu un étalage aussi grotesque de cupidité déguisée en amour maternel. Vous ne voulez pas d'une fille. Vous voulez un chèque. » Il a frappé son marteau. Ça a sonné comme un coup de feu. Demande rejetée avec effet immédiat. La garde légale et physique exclusive est accordée à la tante, Morgane. De plus, je transmets ce dossier au procureur de la République pour tentative d'escroquerie. Et quant aux grands-parents, vous avez commis un parjure pour faciliter l'abandon de votre petite fille. Honte à vous, nous sommes sortis du tribunal dans l'après-midi ensoleillé de Paris. Mes parents ont essayé de m'approcher dans le couloir, ma mère en pleurs, tendant la main. Je n'ai même pas ralenti. Je suis passée devant eux comme s'ils étaient des fantômes. Ils étaient un mauvais souvenir dont je me réveillais enfin. Les retombées ont été rapides. Le mariage d'Aurélie et Cédric a implosé sous le poids de l'enquête et des dettes. Mes parents sont devenus des parias dans leur cercle social, une fois la vérité révélée. Mais je me fichais de tout ça. Je suis rentrée à la maison. J'ai ouvert la porte de notre appartement bordélique, encombré et magnifique. Sophie était assise par terre, construisant une tour complexe avec des tuiles magnétiques. Elle a levé les yeux, le regard immense derrière ses lunettes. « On a gagné ?» a-t-elle demandé. « On a gagné », ai-je dit, tombant à genoux pour la serrer dans mes bras. Personne ne va nulle part. On reste ici, ce soir-là, après qu'elle se soit endormie. Je me suis assise sur le balcon pour regarder les lumières de la ville. J'ai repensé au fardeau qu'il disait qu'elle était, et j'ai souri. Elle n'était pas un fardeau, elle était mon ancre. Elle était la raison pour laquelle j'avais trouvé ma force. Nous n'avions pas besoin de leur sang. Nous n'avions pas besoin de leur nom. Nous avions l'une, l'autre. Et c'était la seule famille qui comptait. Si vous pensez que la famille, c'est ceux qui sont présents, et pas juste ceux qui partagent le même ADN, likez cette vidéo et partagez-la avec votre famille de cœur. Et dites-moi en commentaire, quelle est la chose qu'un parent a faite pour vous, qui a prouvé qu'il assurait vos arrières?